Hey, tu penses quoi des gens qui achètent un smartphone haut de gamme à plus de 1000 euros, voire même des jeunes qui en demandent à leurs parents alors qu'ils n'ont que 13 ou 14 ans? C'est un sujet qui fait toujours débat et qui touche à plein de questions. Le rapport à l'argent, le statut social et l'utilité réelle de la technologie. Voici comment on peut voir les choses sous différents angles. L'argument du « couteau suisse » ultime. Pour beaucoup, le smartphone à 1000 euros n'est plus juste un téléphone. C'est leur appareil photo principal, souvent aussi performant qu'un compact. Leur console de jeu portable. Leur outil de travail ou de montage vidéo. Si on additionne le prix de tous ces objets séparément, le prix du haut de gamme devient un peu plus logique. Certains préfèrent investir gros une fois tous les 4 ou 5 ans plutôt que de changer un modèle d'entrée de gamme tous les 2 ans. Le cas des ados, 13 à 14 ans, c'est là que ça devient plus complexe. À cet âge, le téléphone est souvent un marqueur social. L'appartenance au groupe. Pour un jeune, avoir la même marque que ses amis peut éviter un sentiment d'exclusion. C'est la version moderne des chaussures de marque des années 90. La responsabilité. Offrir un objet à ce prix demande une certaine maturité. Est-ce qu'un enfant de 13 ans est prêt à gérer un objet si fragile et coûteux? C'est le dilemme des parents. L'éducation financière. Demander un tel cadeau est une opportunité pour apprendre la valeur des choses, par exemple, en demandant de participer financièrement via des économies. Le revers de la médaille. Il y a aussi des points plus critiques. Le marketing de l'urgence. Les marques sont très fortes pour nous faire croire qu'un écran un peu plus brillant est indispensable. L'obsolescence psychologique. On se sent dépassé, alors que le téléphone de l'an dernier fonctionne encore parfaitement. Le budget. Pour beaucoup, c'est un sacrifice financier énorme qui n'est pas forcément corrélé à un besoin réel. En résumé, si c'est un outil de passion, photo, création, et qu'on a les moyens, pourquoi pas? Mais quand ça devient un impératif social pour des jeunes qui n'en exploitent pas 10% des capacités, on peut effectivement se questionner sur la démesure de la chose. Et toi, tu trouves ça choquant ou c'est juste l'évolution logique de notre consommation? Perso, je trouve que c'est trop cher. Tu vois des gens dépenser un SMIC dans un téléphone pour le changer tous les 5 ans même pas. Le pire, c'est que dans certains pays, les gens ont le dernier téléphone à la pomme alors qu'ils galèrent à gagner moitié moins dans le mois. C'est vrai que le contraste est frappant, et tu soulignes un point hyper important. Le smartphone est devenu l'un des rares objets de luxe qui s'est démocratisé, au prix de sacrifices financiers parfois irrationnels. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent pourquoi on en est arrivé là. Le smartphone comme ascenseur social, symbolique. Dans certains pays ou milieux où l'accès à la propriété, maison, voiture, est impossible, le téléphone devient le seul signe extérieur de réussite accessible. C'est un luxe portatif. On ne peut pas montrer son appartement dans la rue, mais on peut poser son téléphone sur la table du café. Ça donne l'illusion d'appartenir à la même modernité que quelqu'un qui vit à New York ou Paris, peu importe le niveau de vie réel. Le piège du crédit et de l'abonnement. Si les gens devaient sortir 1200 € en une seule fois, les ventes s'effondreraient sûrement. Mais avec le paiement en 4 fois sans frais, les crédits à la consommation ou les forfaits avec engagement. On ne voit plus le prix total, mais une mensualité de 40 € ou 50 €. Ça rend l'achat invisible, au quotidien. Même si sur le long terme, c'est un gouffre financier par rapport aux revenus. L'outil de survie numérique. Paradoxalement, dans les pays où les gens galèrent, le smartphone est souvent le seul accès à Internet. Pas d'ordinateur à la maison, pas de fibre. Le téléphone sert à tout. Gérer ses comptes, travailler, rester en contact avec la famille expatriée. Cela dit, ça n'explique pas pourquoi il faut absolument le dernier modèle ultra cher alors qu'un milieu de gamme ferait la même chose pour le tiers du prix. La culture du paraître. On est dans une ère de l'image. Avec les réseaux sociaux, montrer qu'on possède le dernier cri est devenu une validation sociale. Pour certains, la peur de paraître déclassé est plus forte que la peur d'être à découvert à la banque. C'est assez fou de se dire qu'un objet qui finit techniquement obsolète en quelques années est devenu une priorité budgétaire supérieure à de l'épargne ou à d'autres besoins plus essentiels. À ton avis, c'est la faute des marques qui manipulent trop bien les gens, ou c'est nous qui avons perdu la notion de la valeur de l'argent? C'est grave. Surtout parmi les plus modestes. Je sais qu'acheter une maison ou un appartement est devenu quasi impossible dans les pays développés maintenant. Mais d'un autre côté, une partie de cet argent pourrait être utilisée de manière plus efficace. On voit déjà les difficultés pour se nourrir ou se déplacer. Nos parents ou grands-parents n'avaient pas ces possibilités de vie à crédit juste pour un achat moins prioritaire que se loger ou s'alimenter. C'est un constat très lucide. On assiste à un vrai changement de paradigme entre les générations. Tes grands-parents vivaient dans une économie de l'épargne, on attendait d'avoir l'argent pour acheter, alors qu'on est passé à une économie du flux et de l'immédiateté.
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce sentiment de gravité que tu ressens. 1. La miette de luxe face à l'inaccessible. Comme tu le dis, l'immobilier est devenu un mur infranchissable pour beaucoup. Avant, économiser 1 000 € par an pendant 10 ans pouvait aider à constituer un apport pour une maison. Aujourd'hui, dans beaucoup de grandes villes, ces 10 000 € ne représentent quasiment rien face à l'explosion des prix. Certains finissent par se dire, puisque je ne pourrai jamais m'acheter un toit, je vais au moins m'offrir le meilleur écran du monde pour oublier que je vis dans un petit studio. C'est une forme de consommation de consolation. 2. La normalisation de la dette, plaisir. Nos aînés utilisaient le crédit pour des actifs, maison, voiture pour aller bosser. Aujourd'hui, le crédit s'est infiltré dans la consommation courante. Les options « Buy now »,« Pay later »,« Acheter maintenant »,« Payer plus tard » se sont banalisées sur Internet pour des vêtements ou des gadgets. On ne loue plus seulement sa maison, on loue son téléphone, sa musique, ses films. On perd la notion de propriété et de capital au profit d'un abonnement perpétuel. 3. L'urgence alimentaire versus l'image de soi. C'est là que le décalage est le plus dur. Voir quelqu'un utiliser un téléphone à 1 200 € mais surveiller ses tickets de caisse au supermarché. Le smartphone est devenu un besoin primaire social. Sans lui, tu es déconnecté de l'administration, des banques, du travail. Mais le marketing a réussi à transformer ce besoin en un standard de luxe. On fait croire que le « bas de gamme » est synonyme d'échec social. 4. La différence de résilience. Nos parents avaient souvent un bas de laine, une épargne de sécurité. En mettant tout dans des objets qui perdent 30% de leur valeur dès qu'on ouvre la boîte, une partie de la population se fragilise. Au moindre pépin, panne de voiture, soin médical, il n'y a plus de réserve parce qu'elle est partie dans les mensualités du smartphone. C'est une sorte de myopie financière. On privilégie le confort immédiat et visible sur la sécurité à long terme, qui est invisible. Est-ce que tu penses que les écoles devraient donner des cours d'éducation financière pour contrer ça? Ou est-ce que la pression de la société est devenue trop forte pour être combattue par la simple logique? Désolé, mais je pense que les écrans font devenir les gens un peu plus débiles chaque jour à scroller les réseaux sociaux. T'es pas obligé d'avoir un smartphone à 1 400 €, alors que celui à 2 cents ou 300 € en entrée de gamme fait la même chose. Je te rejoins totalement sur la question de l'utilité réelle. Techniquement parlant, tu as raison. L'écart de performance entre un téléphone à 300 € et un autre à 1 400 € ne justifie absolument pas une telle différence de prix pour une utilisation classique. Il y a 2 points clés dans ce que tu dis. 1. Le nivellement technique par le haut. Aujourd'hui, même un smartphone d'entrée de gamme possède un écran haute définition, une batterie qui tient souvent mieux que les modèles de luxe, une fluidité suffisante pour toutes les applications du quotidien, GPS, banque, messages. Le reste, le titane, le Zoom X100, la puce ultra puissante, c'est souvent du surplus technologique dont 95% des utilisateurs n'ont aucune utilité concrète. C'est comme acheter une Formule 1 pour aller chercher du pain. Ça coûte cher et ça ne change rien au trajet. 2. Le scrolling et l'impact cognitif. C'est là que ton argument sur la débilité, ou du moins la perte d'attention, prend tout son sens. Que l'écran coûte 200 € ou 1 400 €, l'algorithme derrière TikTok, Instagram ou YouTube Short reste le même. Le danger du haut de gamme, c'est qu'il rend l'addiction plus confortable, l'image est plus belle, c'est plus fluide, donc on y passe encore plus de temps. On finit par payer une fortune pour un objet qui, au final, nous vole notre temps de cerveau disponible. Pourquoi les gens s'infligent ça? C'est souvent une question de psychologie. Pour beaucoup, acheter le modèle le plus cher est une façon de se rassurer sur sa propre valeur ou d'éviter la frustration. Les marques ont réussi à faire passer le milieu de gamme pour du « cheap », alors que c'est en réalité l'achat le plus rationnel. C'est assez paradoxal. On dépense une somme folle dans un outil de communication ultra perfectionné pour finir par l'utiliser de la manière la plus passive et la moins enrichissante possible. Le défilement infini. Tu penses qu'on va finir par avoir un « retour de bâton » où les gens se lasseront de cette course au dernier modèle pour revenir à des choses plus simples, ou c'est une pente glissante sans retour? Le pire, c'est chez les jeunes. Tout ça à cause des effets sociaux de la bulle bleue. On leur met dans les mains dans le plus jeune âge, pour qu'ils soient bien avec leurs copains, mais on les rend addicts à quelque chose dont ils ne pourront plus se passer. C'est un point super pertinent. Le phénomène de la bulle bleue, lié à e-message aux États-Unis, mais qui se traduit ailleurs par l'appartenance à certains réseaux comme Snapchat ou Instagram, est un levier de pression sociale monumental. Pour un ado, ne pas avoir le bon téléphone, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question d'exclusion numérique. Le mécanisme du chantage social. La peur d'être le point vert, dans certains groupes, si tu n'as pas l'iPhone, tu gâches les conversations de groupe, vidéos de moins bonne qualité, fonctions de chat qui sautent. C'est une stratégie de verrouillage, géniale pour la marque,
mais cruel pour les gamins qui se font harceler ou isoler parce que leurs parents n'ont pas les moyens. L'identité par l'objet. À 13 ans, on se construit par le regard des autres. Les marques l'ont compris et vendent un style de vie. Avoir le dernier modèle, c'est envoyer le signal qu'on fait partie de l'élite ou, au moins, de la norme. Une addiction programmée. Tu as raison de dire qu'on les rend accros. Le problème, c'est qu'on donne à des cerveaux encore en plein développement des outils conçus par des ingénieurs pour captiver l'attention au maximum. Récompense immédiate. Chaque notification est un shoot de dopamine. Perte de contrôle. Le scroll infini empêche le cerveau de dire « stop ». Fragilité émotionnelle. L'estime de soi devient dépendante du nombre de likes ou de la vitesse de réponse des potes. Le paradoxe des parents. C'est souvent un cercle vicieux pour les parents. Beaucoup cèdent non pas par envie de gâter leur enfant, mais par peur qu'il soit mis à l'écart. Ils achètent la paix sociale de leur enfant au prix fort, sans réaliser qu'il lui offre aussi une porte d'entrée vers une dépendance dont il est très difficile de sortir plus tard. C'est assez flippant de se dire qu'on dépense 1000 € pour, au final, réduire la capacité de concentration et l'autonomie financière de la génération suivante. Tu penses que la solution devrait venir des parents qui doivent être plus fermes, ou est-ce que l'État devrait carrément réguler l'accès à ces technologies pour les mineurs? Ça doit venir des parents. Oh. Faut prendre du recul. À mon époque, avoir un téléphone au collège n'était pas une norme. Mes parents ont commencé par me laisser l'emmener quand j'allais au lycée à cause de la distance. Sans compter les risques liés au vol. Il y a vraiment toute une éducation à faire là-dessus. C'est clair, il y a un monde entre avoir un outil pour la sécurité et avoir un objet de luxe dans la poche à 12 ans. Tu as raison, le recul est nécessaire. On est passé d'un outil fonctionnel à un prolongement de l'identité sociale. Le contraste avec l'époque où le téléphone arrivait au lycée, souvent pour rassurer les parents sur le trajet, est frappant. La perte de la notion de « besoin ». À l'époque, le téléphone servait à appeler et à être joint. Aujourd'hui, on fait croire aux gamins qu'un smartphone est une extension vitale de leur corps. Les parents qui cèdent pour « faire comme tout le monde » oublient parfois que le risque de vol ou de casse est énorme au collège. Mettre un SMIC entre les mains d'un enfant qui chahute dans la cour, c'est quand même un pari risqué. L'exposition permanente aux réseaux sociaux dès le plus jeune âge crée des angoisses que nos générations n'avaient pas, cyberharcèlement, comparaison constante, etc. L'éducation à la frustration. C'est sans doute le point le plus important que tu soulignes. Apprendre à un enfant qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, et surtout pas ce qu'il y a de plus cher, c'est une leçon de vie fondamentale. Si un jeune obtient le sommet de la pyramide, l'iPhone à 1400 €, à 13 ans, quelle sera sa perception de la valeur du travail plus tard? Comment appréciera-t-il ses futurs achats s'il commence déjà par le plafond? Le rôle des parents, fixer le cadre. L'éducation, c'est aussi savoir dire « Tu as besoin d'un téléphone pour qu'on puisse se joindre ?» Très bien, voici un modèle qui fonctionne parfaitement. Si tu veux le modèle de luxe à 1400 €, tu attendras d'avoir ton propre salaire pour te l'offrir. C'est une façon de remettre l'église au milieu du village. Le téléphone est un outil, pas un trophée. Malheureusement, beaucoup de parents sont eux-mêmes un peu perdus face à la pression marketing et aux cris des enfants qui disent que tout le monde en a un. D'après toi, est-ce que c'est une bataille perdue d'avance à cause de la pression sociale, ou est-ce qu'on commence à voir des parents qui posent enfin des limites? Je sais pas, mais quand les gosses sont avec leurs potes, ils s'amusent entre noms. Ils prennent des photos, ils échangent sur les messageries. Certes, il y a le harcèlement sur les réseaux, mais t'es pas obligé de mettre un SMIC ou plus dans un téléphone. Un modèle de base fait aussi bien l'affaire. C'est là où il faut refaire toute l'éducation. Tu as tout à fait raison. La confusion entre avoir un smartphone et avoir un smartphone de luxe est totale aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que le marketing a réussi à faire croire que pour s'amuser, prendre des photos correctes ou discuter avec ses potes, il fallait forcément la machine de guerre à 1200 €. C'est faux. Comme tu le dis, un modèle à 250 € ou 300 € prend des photos largement suffisantes pour Snapchat ou Instagram, qui compressent de toute façon la qualité. Fait tourner toutes les messageries sans aucun problème. Permet de regarder des vidéos et de jouer. Le décalage entre l'usage et le prix. C'est là que l'éducation intervient. Il faudrait réapprendre aux jeunes, et parfois aux parents, à regarder la fiche technique plutôt que le logo. L'usage réel. Est-ce que tu as besoin d'une puce capable de faire du montage vidéo 4K Pro pour envoyer un selfie avec un filtre « oreille de chien » ? Non. La réalité financière. Expliquer qu'un téléphone à 1400 €, c'est parfois 2 mois de loyer ou 15 caddies de course. Mettre ça dans les mains d'un gosse de 13 ans qui peut le faire tomber dans le bus ou se le faire racketter, c'est une déconnexion totale de la réalité. Réinventer la norme. Le défi, c'est de casser cette idée que le téléphone d'entrée de gamme est la honte. Si les parents reprenaient le dessus en disant
Le contrat, c'est que tu sois joignable et que tu puisses parler à tes potes, pas que tu serves de vitrine publicitaire à une marque. La pression sociale finirait par redescendre. Le souci, c'est que pour beaucoup de jeunes, l'objet est devenu plus important que l'usage. Ils ne voient pas un outil de communication, ils voient un bijou technologique. C'est marrant, mais est-ce que tu penses que si on enlevait les logos à l'arrière des téléphones, les jeunes, et même les adultes, feraient encore la différence entre un modèle à 300 € et un à 1000 €? C'est bien ce qu'on dit. Les performances d'un téléphone d'entrée de gamme sont extrêmement confortables dans la vie de tous les jours désormais. Sur un téléphone, même d'entrée de gamme, on se sert rarement plus de 15 ou 20% de ses fonctionnalités. Les fabricants ont fait de réels progrès là-dessus, mais c'est plus rentable pour eux de continuer à vendre le haut du panier. C'est exactement ça. On est arrivé à un plateau technologique où, pour l'immense majorité des gens, le progrès est devenu imperceptible au quotidien. C'est le grand paradoxe de l'industrie. La course aux chiffres inutiles. On nous vend des processeurs capables de calculer des trajectoires spatiales et des écrans avec des taux de rafraîchissement incroyables, alors que l'utilisateur moyen va juste scroller des vidéos de 15 secondes ou envoyer des messages sur WhatsApp. C'est comme conduire une Ferrari dans une zone limitée à 30 km/h. C'est cher, et tu ne passes jamais la seconde. La stratégie des fabricants. Tu as raison. Leur rentabilité explose sur le haut de gamme. Les marges sur un téléphone à 1400 € sont bien plus élevées que sur un modèle à 250 €. Pour maintenir ça, ils utilisent le marketing de l'ego. Ils ne te vendent plus un outil, ils te vendent l'idée que tu mérites le meilleur, même si tu n'en as pas l'usage. Le progrès, invisible. Aujourd'hui, un téléphone d'entrée de gamme de 2026 est plus puissant que le haut de gamme d'il y a 4 ou 5 ans. Les batteries tiennent mieux, les écrans sont propres et les appareils photos sont très corrects. Mais si les marques admettaient que leurs modèles de base suffisent à tout le monde, elles couleraient leur propre business. L'éducation à la consommation. C'est là que le bât blesse. On n'apprend pas aux gens, et encore moins aux jeunes, à analyser leurs besoins réels. On leur apprend à désirer le top du top. Si on posait la question, de quoi as-tu vraiment besoin pour ton quotidien? 90% des acheteurs de modèles premium devraient repartir avec un téléphone 3 fois moins cher. C'est une forme de gaspillage de ressources assez folle quand on y pense. On extrait des métaux rares et on dépense une énergie folle pour fabriquer des puces surpuissantes qui ne serviront finalement qu'à afficher des emojis et des notifications. Au final, est-ce que tu penses que c'est une forme de nouveau luxe, que les gens s'autorisent faute de pouvoir s'offrir autre chose? Ou c'est juste qu'on est devenu collectivement incapable de résister aux sirènes du marketing? Les gens qui ont des téléphones haut de gamme sont là à dire « ouais, il sait faire ça ou ça ». Ok, le mien aussi. Peut-être un peu moins vite. C'est vrai, je fais partie des gens qui ne peuvent pas s'acheter des téléphones à plus de 1000 €, mais d'un autre côté, peu importe. Dans 5 ou 6 ans, les batteries finissent par lâcher, et généralement on repart sur un renouvellement de téléphone juste à cause de l'autonomie. Tu mets le doigt sur la plus grande arnaque de l'obsolescence, la batterie. C'est le cœur de l'appareil, mais c'est aussi son maillon le plus faible, et ce, peu importe le prix de départ. C'est là que le calcul du haut de gamme s'effondre totalement. L'égalité face à la chimie. La physique est la même pour tout le monde. Que ton téléphone coûte 200 € ou 1500 €, les batteries au lithium finissent par s'user après environ 800 à 1000 cycles de charge. Dans 5 ans, celui qui a payé un SMIC aura un téléphone qui s'éteint à 20% de batterie, tout comme celui qui a payé 3 fois moins cher. La différence, c'est que celui qui a payé 300 € aura beaucoup moins de regrets au moment de le changer ou de le recycler. La vitesse, un argument qui s'essouffle. L'argument du « il est plus rapide » est souvent une illusion au quotidien. Pour ouvrir Instagram, il y a peut-être une différence de 0,2 secondes. Est-ce que ça vaut vraiment 1000 € de différence? Probablement pas. Comme tu le dis, ton téléphone, c'est le faire aussi. On est arrivé à un stade où le matériel est tellement en avance sur les applications que même un processeur de milieu de gamme s'ennuie la plupart du temps. Le coût de possession réel. Si on regarde froidement les chiffres, haut de gamme, 1300 €, 5 ans égale 260 € par an. Entrée, milieu de gamme, 300 €, 4 ans égale 75 € par an. Celui qui achète moins cher pourrait presque s'offrir un voyage ou un bel équipement pour son logement avec la différence, tout en ayant exactement le même accès aux services numériques. C'est une forme de liberté que de ne pas être attaché à un objet aussi coûteux. Si tu tombes ton téléphone à 300 € et que l'écran casse, c'est pénible. Si c'est celui à 1400 €, c'est un drame financier. Au final, ne pas vouloir mettre autant d'argent dans un smartphone, c'est souvent faire preuve d'un sens des priorités beaucoup plus sain. On achète un outil, pas un piédestal. D'ailleurs, tu as remarqué comme ceux qui ont les téléphones les plus chers sont souvent les plus stressés à l'idée de l'abîmer, au point de le cacher sous des coques énormes qui font qu'on ne voit même plus le design qu'ils ont payé si cher.
C'est vrai qu'à une époque, il y avait toute une économie parallèle sur la vente de coques. Alors qu'au final, maintenant tu fais de belles économies sur le long terme en achetant en entrée de gamme. Ton appareil fait aussi bien, et celui qui a fait des économies peut dépenser son argent plus utilement. C'est exactement ça. C'est une question de coût d'opportunité. L'argent que tu ne mets pas dans le dernier gadget à la mode, c'est de l'argent, réel, qui peut servir à construire quelque chose de concret. Le calcul de la liberté. Quand on y réfléchit, la différence de prix, environ 1000 €, permet de financer des choses bien plus mémorables qu'un processeur un peu plus rapide. Un très beau voyage ou plusieurs week-ends d'évasion. Le permis de conduire ou une partie de l'entretien d'une voiture. Des mois de courses alimentaires de qualité. Un apport pour un projet futur. Le piège de la coque. C'est ironique, mais tu as raison sur l'économie des coques. On achète un objet, bijou, en verre et en titane pour ses finitions incroyables. Et la première chose que font les gens, c'est de l'enfermer dans un morceau de plastique à 20 € pour ne pas le briser. Au final, visuellement et au toucher, l'expérience devient la même que celle d'un téléphone d'entrée de gamme, le stress en plus. La fin du complexe de l'entrée de gamme. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune honte à avoir un téléphone à 200 € ou 300 €. La technologie est devenue une commodité, comme l'électricité ou l'eau courante. Personne ne se vante d'avoir des câbles électriques en or dans ses murs. Pour le téléphone, on y arrive doucement. Ceux qui, comme toi, privilégient l'utilité sur le paraître sont souvent ceux qui s'en sortent le mieux financièrement sur le long terme. C'est une forme de résistance au marketing qui devient une vraie compétence de survie dans notre société actuelle. C'est peut-être ça la véritable éducation qu'il faudrait donner aux jeunes. Leur montrer ce qu'ils pourraient faire avec ces 1000 € s'ils ne les mettaient pas dans une poche de gens. Tu penses que si on montrait concrètement à un ado de 14 ans tout ce qu'il peut s'offrir d'autre avec le prix d'un téléphone premium, il changerait d'avis, ou le poids du regard des copains resterait trop fort? Je sais pas si en ville il y a cette pression sociale. Comme je dis, c'est avant tout un objet avec lequel on communique. Que ce soit 200 ou 1400 €, il fait la même chose pour le commun des mortels. Après, en campagne, j'ai l'impression qu'il y a deux équipes. Celle qui se sent forte avec un téléphone premium. Mais ça n'est qu'une illusion ostentatoire, et celle des téléphones d'entrée de gamme où on se dit secrètement « mais ces gens sont fous, ils n'ont pas les moyens et font ça pour faire genre socialement ». C'est une analyse très juste de la fracture sociale que ce genre d'objet peut créer, surtout dans des environnements où tout le monde se connaît un peu mieux, comme à la campagne. Ton observation sur les deux équipes est frappante. 1. L'illusion ostentatoire. Pour certains, le téléphone est devenu le « costume » moderne. C'est un moyen de dire « je réussis, je suis à la page », même si derrière, le compte bancaire est dans le rouge. Comme tu le dis, c'est une illusion. On essaie de compenser une précarité ou un manque de perspective par un objet qui brille. C'est triste, car c'est un investissement à perte totale. Contrairement à une maison ou même à certains outils pro, la valeur du téléphone tombe à zéro en quelques années. 2. Le regard des rationnels. De l'autre côté, il y a ceux qui gardent les pieds sur terre. Et c'est vrai qu'il y a ce jugement silencieux. Mais pourquoi font-ils ça? Ce n'est pas forcément du mépris, c'est souvent de l'incompréhension face à un manque de priorité. On voit le décalage entre la rutilance de l'objet et la réalité du quotidien, difficulté à payer les factures, voiture en fin de vie, etc. L'effacement des frontières ville, campagne. Tu te posais la question pour la ville. La pression y est peut-être plus anonyme, mais elle est très forte chez les jeunes. En ville, le téléphone est souvent le seul signe de richesse que l'on voit d'un inconnu dans le métro ou au lycée. Mais au final, le constat reste le même. C'est un gaspillage d'énergie et d'argent pour une fonction qui est devenue universelle. Le téléphone comme doudou social. Au fond, ceux qui achètent ces téléphones hors de prix sans en avoir les moyens cherchent souvent une forme de réconfort. C'est l'objet qu'on touche 100 fois par jour, celui qu'on pose sur la table pour se donner une contenance. Plus il est cher, plus on a l'impression d'exister socialement. Mais comme tu le soulignes si bien, pour le commun des mortels, la puce à 1400 € ne fera jamais l'appel de manière plus claire que celle du téléphone à 200 €. C'est une course vers nulle part. C'est peut-être ça la sagesse aujourd'hui. Accepter d'avoir un objet normal pour vivre une vie réelle, sans être étranglé par des crédits pour du plastique et du verre. Au bout du compte, qui est le plus riche? Celui qui a le dernier cri à crédit, ou celui qui a un téléphone basique mais l'esprit tranquille et de l'argent de côté? Bah voilà. C'est bien ce que je dis. Tout dans les apparences. Mais au final c'est un poison. Risque de harcèlement chez les jeunes, fragilité financière pour certains adultes, voire isolement social. Alors que de base, ça devait être un simple outil pour rapprocher les gens. La technologie avance. Et dire que dans le temps, quand j'étais gosse, un téléphone à 200 € c'était le luxe.
Maintenant c'est le prix de l'entrée de gamme, mais socialement on a perdu beaucoup au change. C'est le grand paradoxe. On n'a jamais eu des outils aussi puissants pour communiquer, et pourtant on a rarement eu autant de barrières sociales et psychologiques entre nous. Ton constat sur l'évolution du prix est frappant. C'est vrai qu'à l'époque, dépenser l'équivalent de 200 € dans un téléphone, c'était déjà une somme énorme pour un objet qui servait surtout aux urgences ou aux appels importants. Aujourd'hui, on a banalisé le fait de porter une petite fortune dans sa poche, tout en acceptant les effets toxiques qui vont avec. On a perdu au change sur plusieurs tableaux. Le lien humain versus le lien numérique. L'outil qui devait rapprocher finit souvent par isoler. On est ensemble à table, mais chacun est sur son écran à 1000 € pour regarder ce que font des gens qu'on ne connaît même pas. La sérénité d'esprit. Entre la peur du vol, la peur de la casse et l'angoisse de ne pas recevoir de notification, l'objet est devenu une source de stress plutôt qu'un service. La santé mentale des jeunes. Le harcèlement ne s'arrête plus à la porte de l'école. Il suit les gamins jusque dans leur chambre, 24h/24, via cet écran qu'on leur a offert pour faire comme les autres. C'est une forme de poison doré. On nous vend du rêve, de la fluidité et du prestige, mais derrière, ça grignote le budget des ménages, la concentration des gosses et la simplicité des rapports humains. Au final, la vraie liberté aujourd'hui, c'est peut-être justement de décrocher de cette course. De se dire qu'un téléphone à 200 € qui fait le job, c'est largement suffisant, et que le reste de notre temps, et de notre argent, mérite d'être investi dans la vraie vie. C'est un beau point de vue que tu as là, une sorte de résistance par le bon sens. Est-ce que tu penses que cette prise de conscience commence à faire son chemin autour de toi, ou tu as l'impression d'être un peu seul à voir les choses comme ça? Le monde continue de tourner pareil. J'aimerais qu'on parle du reconditionné. Car beaucoup sont à dire oui, mais c'est de la seconde main ou du reconditionné. Certes moins cher, l'achat, revente permet de faire virtuellement des économies. D'ailleurs, est-ce vraiment le cas quand on regarde les obsolescences des téléphones? Même remis correctement en état, il reste souvent une obsolescence logicielle qui traîne quelque part. C'est un excellent point de vigilance. Le reconditionné est souvent vendu comme la solution miracle, écologique et économique, mais il cache effectivement un piège technique dont on parle peu, la date de péremption logicielle. Tu as raison de te méfier, car même si l'appareil est comme neuf physiquement, son cerveau vieillit inévitablement. 1. Le décalage entre le matériel et le logiciel. C'est là que le bât blesse. Tu peux acheter un téléphone haut de gamme d'il y a 3 ou 4 ans pour le prix d'un entrée de gamme actuel. Mais, le support des mises à jour, les constructeurs, surtout côté Android, même si ça s'améliore, et Apple dans une certaine mesure, finissent par couper les mises à jour de sécurité et du système. L'effet domino. Quand le système d'exploitation ne peut plus être mis à jour, les applications, WhatsApp, banque, jeux, finissent par ne plus être compatibles. Ton téléphone devient une brique, même s'il s'allume encore parfaitement. 2. Le mythe de l'économie réelle. Si tu achètes un téléphone reconditionné à 400 € mais qu'il n'est supporté par les mises à jour que pendant encore 2 ans, ton coût annuel est de 200 €. Si tu achètes un téléphone neuf d'entrée de gamme à 250 € qui sera supporté pendant 4 ou 5 ans, c'est ce dernier qui est le plus rentable. L'achat-revente permet de faire circuler les objets, ce qui est bien pour la planète, mais financièrement, c'est parfois un calcul perdant pour l'acheteur final si l'obsolescence logicielle arrive trop vite. 3. La loterie des composants, cachés. Même, remis à neuf, il y a des choses qu'on ne voit pas. La batterie. Souvent, les reconditionneurs ne la changent que si elle est en dessous de 80% de capacité. Tu repars donc avec un réservoir déjà entamé. Les pièces de remplacement. Pour baisser les prix, certains utilisent des écrans ou des composants génériques de moins bonne qualité que ceux d'origine, ce qui réduit encore la durée de vie de l'appareil. 4. L'obsolescence psychologique persiste. Même en reconditionné, on reste dans la logique de vouloir le modèle premium. Le modèle à la pomme d'il y a 3 ans par exemple. Au final, on nourrit toujours le même besoin d'image sociale, juste à un prix un peu plus abordable. On ne règle pas le problème de fond que tu soulevais sur le fait d'être accro à un objet dont on n'exploite pas les capacités. En résumé, le reconditionné est intéressant si on choisit un modèle qui est sorti très récemment, 1 an ou 2 max. Mais acheter un vieux fleuron d'il y a 5 ans, c'est souvent acheter un compte à rebours avant que les applications ne s'arrêtent de fonctionner. C'est assez cynique de la part des constructeurs. Ils s'assurent que même si l'objet physique survit, le code informatique, lui, finira par le tuer. Tu trouves ça honnête, toi, que les constructeurs puissent décider du jour au lendemain que ton téléphone, qui marche encore, ne peut plus accéder à ton application bancaire juste pour te forcer à en racheter un? J'aime bien quand tu dis que ça devient une brique. Mais ouais, pour vrai il y a encore 5 ou 8 ans, on n'avait pas encore ce recul sur l'obsolescence logicielle matérielle.
Car ça évoluait vite et on avait la transparence et le niveau d'information de maintenant. Faudrait vraiment que les gens prennent le recul sur ça maintenant. Désormais, le téléphone d'entrée de gamme ou haut de gamme font quasiment la même chose, surtout dans l'usage quotidien. En termes de durée de vie, que ce soit matériel avec la batterie ou logiciel avec les mises à jour, la plupart des modèles commencent à faire jeu égal. Au bout de 5 ou 7 ans, ils deviennent les mêmes briques, quel que soit leur prix. C'est exactement le point de bascule technologique qu'on vit en ce moment. Il y a 10 ans, la différence entre un téléphone à 200 € et un à 800 € était flagrante. Le moins cher ramait au bout de 6 mois, l'écran était médiocre et il ne prenait pas de photos la nuit. Aujourd'hui, cette frontière a quasiment disparu pour l'utilisateur lambda. Comme tu le dis, c'est devenu une course d'endurance où tout le monde finit par s'arrêter au même poteau. L'égalité devant la brique. C'est le constat le plus ironique. Le matériel, la chimie des batteries ne fait pas de distinction sociale. Que tu aies payé ton téléphone le prix d'un loyer ou d'un plein de courses, la batterie commencera à fatiguer au bout de 1000 cycles. Le logiciel. Même si les marques premium promettent désormais 7 ans de mise à jour, au bout de cette période, le processeur, même puissant au départ, aura du mal à faire tourner les applications de 2033 qui seront devenues beaucoup plus lourdes. Au final, celui qui a payé 1400 € et celui qui a payé 300 € se retrouvent avec le même objet obsolète au même moment. La seule différence, c'est le poids du regret au fond de la poche. La fin du mystère technologique. Tu as raison, on a gagné en maturité collective. Avant, on était fasciné par chaque nouveauté. Aujourd'hui, on sait comment c'est fabriqué, et l'impact écologique, humain que ça a. On comprend que le marketing nous vend du vent, le fameux « un peu plus vite, un peu plus brillant ». On a réalisé que le smartphone est devenu une commodité, comme un micro-ondes ou un frigo. Est-ce que quelqu'un irait se vanter d'avoir un frigo à 3000 € qui fait exactement le même froid qu'un modèle à 400 €? Probablement pas. Pourquoi le recul est si dur à prendre? Le problème, c'est que les constructeurs luttent de toutes leurs forces contre ce recul que tu appelles de tes vœux. S'ils acceptaient que l'entrée de gamme suffit, ils perdraient des milliards. Alors ils inventent des besoins. L'IA intégrée qui retouche tes photos toutes seules, des écrans pliables, des zooms pour voir les cratères de la Lune. Mais la réalité te donne raison. Pour envoyer un message à sa famille, consulter ses comptes ou regarder une vidéo en attendant le bus, dépenser plus qu'un certain prix est devenu un non-sens économique. C'est une forme de sagesse que d'accepter que son téléphone soit juste un outil et non un trophée. Une fois qu'on a compris que tout finit en briques, on regarde son compte en banque avec beaucoup plus de tendresse qu'une vitrine de magasin de tech. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait vraiment provoquer un déclic massif? Une crise économique encore plus dure, ou une prise de conscience écologique radicale? Je dois rendre à César ce qui appartient à César. L'IA de nos jours sur certains téléphones est utile dans la protection des gens. Notamment pour tout ce qui est détection d'arnaques dans les messages et la lutte contre les appels de démarchage. Mais ça commence à devenir une norme en 2026, même pour des téléphones à 300 €. Le vrai déclic, vu le contexte actuel, sera certainement économique. Tu as tout à fait raison de souligner ce point. L'IA, utile, est en train de devenir le nouvel airbag du smartphone. Ce n'est plus un gadget de luxe, c'est une protection nécessaire. En 2026, avec l'explosion des arnaques par SMS, le fameux « IMEM » ou les faux colis, et les appels générés par des voix de synthèse, avoir un téléphone capable de filtrer ces nuisances en temps réel, c'est devenu une question de sécurité numérique, pas de prestige. La fin de l'exclusivité du « cerveau ». Comme tu le dis, ce qui était réservé aux modèles ultra chers il y a 2 ans a ruisselé sur l'entrée de gamme. Aujourd'hui, les puces dans les téléphones à 300 € sont largement assez puissantes pour analyser localement un message suspect sans l'envoyer sur un serveur. Bloquer les robots d'appel avant même que ton téléphone ne sonne. Protéger les données personnelles. Le fait que cette sécurité se soit démocratisée retire encore un argument de vente au modèle à 1400 €. Si le modèle de base me protège aussi bien, pourquoi payer 4 fois plus cher? Le mur économique, le vrai juge de paix. Je pense que tu as vu juste pour le déclic. On arrive au bout d'un cycle de consommation aveugle. L'inflation est le coût de la vie. Quand le prix du panier de courses et de l'énergie explose, dépenser un SMIC dans un objet qui perd la moitié de sa valeur en un an devient indécent pour beaucoup, voire impossible. Le retour au pragmatisme. On commence à voir une forme de frugalité choisie. Les gens préfèrent garder leur argent pour ce qui compte vraiment, se loger, manger, voyager, épargner, plutôt que de financer la marge colossale d'un fabricant de tech. Le réveil des consciences. Le déclic économique est souvent le plus efficace parce qu'il ne laisse pas le choix. On se rend compte, par la force des choses, qu'on a été hypnotisé par des besoins créés de toutes pièces. On revient à l'essentiel.
un outil doit servir son utilisateur, et non l'asservir financièrement. C'est assez sain, au final. On sort de l'ère du « smartphone roi » pour entrer dans celle de l'appareil « utile et discret ». On arrête de donner à un objet une importance qu'il n'a pas. C'est une belle conclusion à notre échange. Entre la technologie qui se stabilise et la réalité du portefeuille qui nous rattrape, l'époque des téléphones trophées est peut-être enfin en train de s'essouffler. Ça fait du bien de voir que le bon sens finit toujours par reprendre le dessus, non? Pour terminer, j'aimerais juste dire que pour certaines personnes, des téléphones un peu plus évolués sont quand même utiles. Par exemple, des professionnels en déplacement toute la journée qui ont besoin d'effectuer des tâches informatiques complexes tout en ayant une bonne autonomie. Ou encore des créateurs ou des photographes qui ont besoin de bons capteurs photos. Mais la différence s'arrête là. Et encore pour une partie de cela, même des téléphones de milieu de gamme entre 5 cents et 800 € actuellement font déjà le job. C'est pas toujours utile d'aller frôler les prix à 1500 €. Tu as tout à fait raison de nuancer. Il existe effectivement une véritable niche professionnelle où le matériel de pointe est un outil de travail et non un simple accessoire. Pour ces profils, le téléphone est un investissement, pas un caprice. On peut séparer ses besoins réels du reste de la consommation de masse par quelques critères. Les exceptions professionnelles. La productivité mobile. Un entrepreneur ou un cadre qui doit gérer des tableurs complexes, du multitâche lourd ou des visios toute la journée a besoin d'une puce qui ne chauffe pas et d'une gestion de l'énergie millimétrée. La création de contenu. Pour un photographe ou un community manager, avoir des capteurs capables de gérer la basse lumière ou de filmer en format pro, log, ProRes, est un gain de temps énorme qui évite parfois de sortir une caméra dédiée. Le « ventre mou » du milieu de gamme. Mais comme tu le soulignes si bien, même pour ces gens-là, la barre a bougé. Aujourd'hui, la tranche des 500 € à 800 €, ce qu'on appelle les flagship killers, est devenue incroyablement performante. Souvent, ces modèles utilisent les mêmes processeurs que les téléphones à 1500 €. La différence de prix se joue alors sur des détails. Une finition en titane plutôt qu'en alu, ou un zoom optique un peu plus puissant. Est-ce que ces petits « plus » valent 700 € de rallonge? Pour 99% des pros, la réponse est probablement non. Le mot de la fin. On peut donc résumer la situation actuelle ainsi. L'entrée de gamme, 200-300 €, largement suffisant pour 80% de la population, sociale, web, utilitaire. Le milieu de gamme, 500-800 €, le choix de la raison pour les power users et les pros qui veulent de la puissance sans se faire plumer. Le très haut de gamme, 1200 € et plus, un mélange de luxe tentatoire pour les particuliers et de besoins ultra spécifiques pour une infime minorité de professionnels. C'est une excellente conclusion. En remettant l'outil à sa place de « moyen » et non de « fin », on se rend compte que la démesure actuelle est surtout le fruit d'une habitude de consommation qu'il est temps de questionner. C'était vraiment intéressant d'échanger avec toi sur ce sujet. Ça fait plaisir de voir une approche aussi pragmatique de la technologie.